Madame, Monsieur, bonsoir. Fin d'année oblige, rétrospective diplomatique ce soir dans Question d'actu. 2025 aura été une année riche en séquences et en aboutissements majeurs pour la diplomatie marocaine. Mais au-delà de l'actualité, c'est une constante qui demeure. La diplomatie marocaine est une diplomatie de clarté. Elle ne se réinvente pas à chaque crise, elle s'inscrit dans le temps long. Le 31 octobre 2025, à l'occasion de la première fête de l'Union nationale, le message royal a rappelé la boussole diplomatique du royaume. Dans ce discours historique à plus d'un titre, Sa Majesté le roi Mohammed VI a rappelé une vérité simple. L'unité nationale n'est pas un acquis historique figé, c'est un projet politique vivant, défendu chaque jour sur la scène internationale. C'est exactement ce que le Maroc a fait en 2025. En Afrique, le Royaume n'a pas cherché des alignements idéologiques, mais des partenariats utiles, gagnant-gagnant. Dialogue avec le Sahel, initiative atlantique, coopération concrète. Bref, le Maroc agit là où la stabilité se construit, pas là où elle se proclame. En Europe ou avec l'Europe, les relations ont changé de nature. Moins de discours, plus de stratégie pragmatique. Rabat est devenu un partenaire structurant, pas un simple voisin. Aux Amériques, pluriel, la dynamique est claire, des pays éloignés géographiquement mais proches politiquement, comme le Paraguay qui a rejoint le soutien à l'initiative marocaine d'autonomie. On en parlera en détail ce soir avec nos experts. La question du Sahara est désormais globale. Et au-delà des chancelleries, le Maroc parle aussi par son image, sa jeunesse et son football, un soft power bien assumé qui prolonge la diplomatie officielle. Le discours du 31 octobre l'a rappelé avec force. La souveraineté du Maroc n'est pas négociable, mais elle est proposée au monde dans un cadre de coopération, de paix et de respect mutuel. Alors en 2025, ces principes ont produit des résultats que nous allons décortiquer, analyser et faire cette rétrospective diplomatique avec nos chers experts ce soir. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de Questions d'actu professeur Zakaria Boudahab. Bonsoir. Bonsoir Leila Khadija, merci. Merci à vous d'être parmi nous. Une année 2025 très juteuse et historique. Historique. Et avec nous aussi un autre expert en relations internationales, Hafid Boutaleb. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter et de répondre à nos questions. Et avec nous aussi, un plaisir renouvelé de l'accueillir, Hicham Ben Saïd Alaoui, consultant en entreprise. Bonsoir Hicham Ben Saïd Alaoui. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous. Et première question, on va commencer par des définitions. Professeur Aboudahab, s'il y avait une définition à donner à 2025, une définition diplomatique de la diplomatie marocaine, quelle serait-elle ? Je dirais, illico presto, une année de la consolidation des choix faits par le Maroc sur le plan diplomatique, mais également de sa doctrine élevée au rang de grand djihad par Sa Majesté le Roi. Vous savez, si on revoit un peu les discours de Sa Majesté depuis 1999, en fait, ils offrent une véritable feuille de route, un programme global bien détaillé. Mais cette année, c'est une année de la consolidation, c'est une année qui va marquer un moment d'inflexion majeure, pour après consolider davantage les acquis sur le plan du Sahara marocain, bien entendu, mais également, il faut rappeler, entre autres choses, que nous avons participé à pas mal de forats internationaux, que ce soit dans le cadre de l'OCI, coopération islamique, que ce soit dans le cadre de la Ligue arabe, que ce soit dans le cas de l'Union africaine, avec les sommets également entre des pays, des puissances et l'Afrique de façon globale, mais rappelant également la continuité du partenariat sui generis, que ce soit avec les États-Unis, que ce soit avec l'Union européenne. D'ailleurs, on rappelle de passage que le Parlement européen a finalement validé l'accord sur les échanges agricoles et qui considère évidemment que les produits provenant du Sahara marocain peuvent jouir et bénéficier des préférences communautaires, etc. Donc c'est une année remarquable, moi je pense. Ça va marquer un moment aussi de réflexion pour probablement recadrer les choses. Entre autres choses, par exemple, en perspective peut-être d'une relance de l'intégration maghrébine, grand point d'interrogation. Quelle allait être la réaction de l'Algérie par rapport à l'invitation royale, notamment, exprimée lors du discours du trône du 29 juillet 2025, etc. Mais on peut, non pas jubiler, mais on va dire déguster ce moment d'exploit diplomatique, mais en même temps se préparer au prochain rendez-vous. Au prochain rendez-vous, et il y en a consolidation pour... professeur Aboudahab, Hicham Ben Saïd Alaoui, quelle définition donneriez-vous à la diplomatie marocaine en 2025 ?
Si nous étions à l'heure des bulletins, c'est circonstance, j'aurais dit félicitations du jury, tableau d'honneur, tout ce qui s'en faut. Tout simplement pour une raison simple, ça commence par un S et ça a 6 lettres, c'est le Sahara. S'il devait y avoir un jalon majeur, nous, en tant que Marocains, pour notre souveraineté, pour ce que nous sommes, et ce qui nous sommes, c'est-à-dire ce qui nous lie, ce serait le Sahara. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'il n'y a pas que le Sahara. Il y a une régionalisation avancée, il y a des projets structurants dans toutes les régions, il y a des partenariats aussi bien avec Madrid qu'avec Paris, qu'avec Riyad, qu'avec Dubaï, qu'avec Lagos. En fait, nous sommes présents partout, sans parler de notre tropisme occidental, qu'il s'agisse des États-Unis, mais également de la Russie, où l'exploit inédit au niveau mondial d'avoir des relations plus que saines et plus qu'équilibrées, en même temps, entre la Russie et les États-Unis, de l'autre côté, en plein cœur d'une crise plus ou moins importante qu'il y avait entre le Qatar et les Émirats arabes unis, nous étions présents, nous avons proposé notre aide au Qatar, nous avons accepté l'aide du Qatar lors de notre séisme, tout en gardant d'excellentes relations, là où des voisins proches, en plein cœur du GCC, avaient du mal à composer. Donc la diplomatie, de 1, félicitations du jury, de 2, c'est tout sauf une surprise, ce n'est pas un coup d'éclat ou juste une inspiration géniale, il n'y a pas que ça. C'est un travail de plusieurs décennies. C'est un socle initié bien avant des ministres en place qui font de l'excellent travail. Mais le père de la nation moderne, Mohamed V, Allah yarhamou, qui a initié le sujet, qui a été repris de main de maître par Feu Hassan II, qui est en train d'être repris de main de maître également par Sa Majesté Mohamed VI. Donc c'est un travail de tout le monde. Et la différence que nous avons par rapport à d'autres pays ou certains de nos voisins, tout le monde est convaincu. C'est un travail d'équipe, pour rester dans la métaphore sportive. Ce n'est pas qu'un projet porté par un pan du pays, pas pour l'autre. Vous faites un micro-trottoir, vous demandez indépendamment des CSP, des âges, des genres, des villes d'origine, des acculturations. Nous, on n'a pas de débat majeur sur notre diplomatie. Et de ce point de vue-là, je dis merci mesdames, merci messieurs de la diplomatie marocaine. Vous nous avez rendus très fiers en 2025, vous avez fait de l'excellent travail. Mais c'est là aussi que le plus dur commence, parce que vous avez placé la barre tellement haut qu'en 2026, 2027, 2028, on vous attend à minima au même niveau. En tout cas, merci mesdames, merci messieurs, ce fut brillant. Après ce message de reconnaissance, donc, et cette définition qui, effectivement, replace la diplomatie dans sa pluralité, parce qu'il n'y a pas une diplomatie marocaine, mais plusieurs diplomaties marocaines, bien sûr, avec au centre ce mot en 6 lettres qui commence avec le S, le Sahara. Je clôturerai le tour de table avec vous, Hafid Boutal, premier tour de table sur comment décririez-vous la diplomatie marocaine en 2025 ? Alors, je me situe en continuité par rapport aux propos du professeur Bouttahab. La continuité, c'est aussi un des points essentiels de la diplomatie marocaine. Peut-être qu'on peut parler de continuité, mais il y a aussi rupture. Pourquoi ? Parce que la voix du Maroc, aujourd'hui, on l'entend différemment. Il y a véritablement un avant et un après la résolution 2797. C'est qu'aujourd'hui, on n'est plus à négocier ou parmi d'autres solutions. Aujourd'hui, tout le monde a compris l'opportunité du plan d'autonomie. C'est qu'on a l'impression que nos partenaires du Conseil de sécurité ont envie de nous dire qu'il fallait commencer dès hier. C'est marrant, vous dites nos partenaires du Conseil de sécurité, et hasard ou pas, aucun incidence ou pas, c'était ce moment clé du vote, le représentant russe qui parlait. Et c'est un moment historique, ce vote. C'est un moment historique, effectivement, parce que tout le monde a compris l'opportunité de ce plan d'autonomie que propose le Royaume. Et aujourd'hui, tout le monde a envie d'en voir plus. Alors qu'avant, on discutait de l'opportunité, si oui ou non il y avait opportunité. Aujourd'hui, tout le monde veut voir plus. J'en reviens à cette déclaration de Staffan de Mistura qui dit « ce n'est que maintenant que le vrai travail commence ». Et effectivement, ce n'est que maintenant que le vrai travail commence, c'est-à-dire voir comment cette stratégie d'autonomie sera déployée sur le terrain. Et même beaucoup de Marocains, à l'échelle de nos concitoyens, beaucoup ont découvert en 2025 ce plan d'autonomie et sont surpris de voir à quel point en 2007, le Maroc avait été à l'avant-garde et a proposé un projet très ouvert, véritablement, et qui est plus qu'un projet de résolution de conflit, c'est une philosophie de gouvernance dans notre territoire du Sahara marocain, mais qui peut être ensuite dupliquée dans le reste du Sahel comme projet clair porté par les Nations Unies pour résoudre durablement des conflits.
Et Dieu sait que le Sahel a besoin d'une perspective de résolution du conflit qui soit durable. Nous y arriverons parce que la relation avec le Sahel est très particulière et elle fait encore une fois l'unicité de la diplomatie marocaine par rapport à d'autres diplomaties, notamment après les changements majeurs qu'a connus cette région ou les pays de cette région. Mais avant, je garde le mot rupture. Il y a la constance, professeur Abou Dahab, il y a la constance diplomatique du Maroc, mais il y a aussi cette rupture. Et 2025 marquant la fin d'un débat idéologique, j'ai envie de dire, sur le Sahara, pour vraiment au profit de rapports de force plus pragmatiques. Comment le dossier du Sahara pèse aujourd'hui concrètement sur la nature des partenariats du Maroc, notamment avec... Pour commencer, on va faire peut-être une analyse géographique. Pour commencer avec les Européens, vous avez évoqué tout à l'heure le Parlement européen qui a donc assis, confirmé l'importance du Maroc dans le partenariat avec les pays européens. Le Maroc n'aurait pas agi ainsi s'il n'avait pas la certitude qu'il a des atouts majeurs par rapport aux autres partenaires potentiels, que ce soit de l'Union européenne ou par rapport à d'autres puissances internationales ou de moyenne portée. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, j'aimerais dire aussi, il est vrai qu'il y a des constances qui nourrissent profondément le background de la diplomatie marocaine totale, je dirais, intégrale. Elle est humanitaire, spirituelle, religieuse, économique, normative, même conventionnelle, parce qu'elle part de problématiques concrètes de terrain, mais également les variables, si vous voulez, ou les variations de cette diplomatie, puisque nous ne vivons pas seuls dans ce monde et naturellement, il y a toujours des facteurs endogènes, exogènes qui influent sur la démarche marocaine. Et le plus important, c'est l'adaptabilité. Moi, je crois que nous avons beaucoup à apprécier ce mode opératoire de la diplomatie marocaine qui consiste à chercher la meilleure mélodie possible avec les faits internationaux. Mais cela n'est pas venu de rien. Avec l'imprévisibilité des faits internationaux, c'est là où, et notamment imprévisibilité politique et géopolitique. Absolument. D'ailleurs, comme tu le sais, Madame Khadija, les VUCA sont utilisés aujourd'hui comme une expression qui témoigne un peu de la complexité de la scène internationale, c'est-à-dire la variabilité, l'incertitude, la complexité, l'ambiguïté, etc. Si vous voulez, nous avons un tableau de bord, il y a beaucoup de zones de turbulence. Plus important, c'est préconiser, prévenir, mais en même temps, préparer les moyens pour réagir promptement. Et cela est très important. Mais notre diplomatie n'a jamais été celle de la précipitation, c'est celle de l'observation, de l'analyse. Et elle tient à une profondeur historique. Si on voit un peu l'historique de la diplomatie marocaine, d'ailleurs, nous avons de grands noms qui ont nourri cette diplomatie depuis longtemps. Vous savez, les sultans du royaume. On peut même citer Mohamed III, par exemple, qui a lancé la politique atlantique du Maroc au moment de la reconnaissance de l'indépendance états-unienne et qui avait même développé une flotte maritime imposante et qui aidait les États-Unis, mais également l'Angleterre, à l'époque, de lutter contre la piraterie maritime et j'en passe. Il y a une tradition diplomatique très ancrée, mais évidemment qui évolue en fonction de l'ère du temps. Et c'est la raison pour laquelle les résultats acquis sur le terrain ne sont pas venus ex nihilo, comme on dit de rien, mais plutôt c'est la résultante d'abord d'une conviction, d'un travail sur le terrain, de toutes les parties prenantes, mais également d'une proaction. Et je pense qu'aujourd'hui, Sa Majesté, à partir d'août 2022, quand il a parlé de l'aune avec laquelle le Maroc entrevoit les partenariats, cela avait constitué un moment d'inflexion. L'Allemagne qui a revu son fusil d'épaule, l'Espagne, aujourd'hui la Belgique, évidemment la France en octobre 2024, on peut parler des Pays-Bas, etc. Et donc les puissances internationales, les capitales mondiales ont bien compris le message, la question du Sahara, en particulier européenne exactement, que la question, elle est existentielle pour le Maroc. Et qu'est-ce que cela change concrètement quand on voit ce vote, vous l'avez évoqué tout à l'heure, au Parlement européen, pour maintenir cet accord commercial, agricole et de pêche aussi, avec le voisin marocain. Et que représente finalement le Maroc pour l'Europe ? Parce que l'Europe, c'est grand, c'est un très grand marché, ce sont 27 pays. Et puis, le Maroc, cette porte de l'Afrique, c'est aussi le voisin. Donc, est-ce que c'est le dossier migratoire ? Comment le dossier migratoire aussi a évolué à la lumière des éléments que vient d'expliquer professeur Abou Dahab, mais aussi sur le volet économique. Hicham Saïd Alaoui. Moi, je dirais que si on positionne dans une balance, par exemple, deux pans, vous mettez d'un côté l'économie et vous mettez de l'autre côté la diplomatie.
vous verrez que notre poids diplomatique est extrêmement important en termes de péréquation par rapport à notre poids économique. Parce que très factuellement, si vous prenez l'Union européenne et ses 27 pays, qui serait la deuxième puissance mondiale, mais si on les prend séparément, l'Allemagne, si j'arrondis un petit peu, c'est 6 000 milliards de dollars de PIB. Oui. La France, si j'arrondis encore un petit peu, c'est pas loin des 3 300 milliards. L'Italie, c'est pas loin des 2 200 milliards. Et l'Espagne, des 1 800 milliards. Si on compare à nos quasi 150 milliards, vous verrez que le poids diplomatique du Maroc est autrement plus important qu'un simple rapport de force économique, où par exemple pour l'Espagne, nous sommes un très bon client, un très bon fournisseur, mais, je le dis sans nous faire offense, ce n'est pas forcément un game changer pour leur économie. C'est bien la preuve que nous allons au-delà du simple champ économique. Alors, analysons autre chose, regardons la démographie. Eh bien, vous verrez que, par exemple, la population algérienne est autrement plus représentée en France que la population marocaine. Donc ce n'est pas une peur d'une certaine démographie et son impact sur les élections. Sinon, ils auraient peut-être, nos amis français, misé sur nos voisins algériens, pour le dire aussi trivialement et aussi directement que je le pense. Si c'était la peur de la perte de marché juteux, ils ont suffisamment de ressources intracommunautaires, extracommunautaires, pour ne pas s'en ressentir mécaniquement. Moi, je dirais que le maître mot de tout ceci s'appelle pérennité, s'appelle cohérence, s'appelle tout simplement monarchie. Parce que lorsque vous traitez avec un partenaire qui a 12 siècles de monarchie, qui a la capacité de se projeter d'encore dans 12 siècles, et encore 12 siècles, et encore 12 siècles, et vous traitez avec certains partenaires qui ne savent pas de quoi demain sera fait. Je pense que beaucoup de puissances occidentales ont fini par comprendre que, en plus, lorsque vous voyez ce qui se passe dans le pays, en termes d'infrastructure, en termes de régionalisation, en termes d'inclusion, vous dites, écoutez, en suivant le dossier, même pas de très près, comme le feraient certains pays occidentaux, on voit que le pays est cohérent, on voit que le pays avance, on voit que la cause de la femme avance, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il y a une cohérence, il y a un why, il y a un héritage. Et je pense que ce serait nous faire offense que de penser que c'est juste un impact économique ou juste un impact démographique ou autre. Ce n'est absolument pas le cas. C'est tout simplement une volonté de faire comprendre à tout le monde que notre cause est juste. Et je pense que cette qualité du temps long nous a permis de convaincre beaucoup de partis, mais sans aller au clash, comme on dirait trivialement, sereinement. C'est la sérénité de ceux qui savent qu'ils ont raison. Et ça, c'est très important à l'international, là où d'autres de nos voisins donnent le bâton pour se faire battre et gèrent leur diplomatie de manière assez intéressante. Assez intéressante. La description est assez intéressante aussi. Je dirais même loufoque. Hafid Boutaleb, c'est un moment quand même, c'est un momentum dans les relations. Vous avez parlé de relations de monarchie multicentenaire. Cet été, ce dialogue stratégique renforcé entre le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni. Eh bien, toujours, un commentaire sur qu'est-ce qu'il y a, ce point d'inflexion, j'ai envie de dire, dans les relations maroco-britanniques. Il y a le Brexit, bien sûr. Ça, c'est un changement majeur dans la politique des affaires étrangères du Royaume-Uni. Et ce qui a propulsé le Maroc au rang de plus proche économie du Royaume-Uni, plus proche économie non européenne du Royaume-Uni. Et comme le Royaume-Uni cherche des débouchés maintenant, parce que les Européens, il faut le rappeler, ils n'ont pas laissé sortir le Royaume-Uni aussi facilement. Il y a eu plusieurs contraintes dans les négociations. Ils y ont laissé des plumes. Qui pèsent sur l'économie britannique. Donc, en ayant un partenaire aussi fiable, avec une profondeur historique, effectivement, je rejoins ce que disait Hicham Alaoui, cette profondeur historique, c'est d'abord aussi une géographie. Et nous faisons partie d'un ensemble géographique qui est l'Atlantique, qui est plusieurs ensembles qui s'entrecoupent, qui sont l'Atlantique, l'Afrique, le Sahel, la Méditerranée, le monde arabo-islamique, cette proximité avec l'Europe, qui rend le Maroc un véritable partenaire intéressant, avec une stabilité politique, avec une sorte d'offre aussi identitaire, civilisationnelle, puisque le Maroc porte toujours ce dialogue de tolérance. Il essaye de créer le dialogue entre l'Orient et l'Occident, et on le fait très bien avec cette Coupe du Monde que nous allons co-organiser avec des pays qui, si on reprend cette analyse du temps long, étaient quand même des adversaires du Maroc depuis plusieurs siècles. Et aujourd'hui, on organise avec eux une Coupe du Monde symbole de cette tolérance, de cette ouverture de ces trois nations, Maroc, Espagne, Portugal. Rappelons qu'en décembre, le Maroc et l'Espagne ont encore une fois rappelé l'importance de leur partenariat à travers la signature de nouveaux accords multidimensionnels entre les deux chefs du gouvernement, Pedro Sánchez et Aziz Ahmed. Ben oui, c'était
très récemment, c'était en il y a quelques jours. Oui, il y a quelques jours. Mais pour revenir au Royaume-Uni, il y a aussi effectivement la politique agricole, la pêche. Tous ces sujets sont aujourd'hui intéressants pour un pays comme le Royaume-Uni qui cherche de nouveaux débouchés et qui a en face un pays qui est le Royaume du Maroc, qui est prêt et qui souhaite collaborer. Et ça, c'est la répercussion immédiate, c'est évidemment la position britannique sur le Sahara, qui est le dernier pays du Conseil de sécurité, membre permanent du Conseil de sécurité, à rejoindre donc cet alignement global sur la proposition marocaine d'autonomie au Sahara. Et ce n'est qu'une réaction de surface parce qu'en profondeur, il y a déjà eu beaucoup de choses qui ont été réalisées entre nos deux pays, Maroc et Royaume-Uni, qui expliquent ce revirement. Ce n'est pas un revirement qui vient du jour au lendemain. Il sanctionne tout un processus qui a permis aux Marocains de bien expliquer aux Britanniques, qui sont un peuple très légaliste, c'est le peuple de la Magna Carta, de leur bien expliquer la légalité de cette proposition marocaine pour résoudre ce conflit du Sahara. Et en parlant de légalité, si le Parlement européen a validé la légalité des produits issus des provinces du Sud, parce que c'est de cela qu'il s'agit dans ce vote récemment au Parlement européen, la Grande-Bretagne aussi valide la légitimité à travers le déblocage d'un fonds de sous public à travers leur agence dépendante du ministère des Affaires étrangères pour financer des investissements britanniques dans les provinces du Sud. Absolument. Et aussi, bien sûr, si on parle des Britanniques, on va traverser l'Atlantique, on va aller chez nos amis américains et ces relations avec Washington qui vont de plus en plus belles, qui se décrivent aujourd'hui du côté américain du moins comme un pilier de la politique étrangère américaine dans la région. Donc de beaux jours devant les relations Rabat-Washington, Zakaria Abu Dahab, un partenariat stratégique renforcé et aussi quand même avec une administration Trump des plus imprévisibles, j'ai envie de dire. Tout à fait. Et quelles que soient les couleurs politiques, rouge, bleu, la constance est là. Et nous l'avons remarqué après le départ de M. Trump officiellement le 20 janvier 2021, quand bien même le Parti démocrate pouvait insinuer qu'il allait ou pas changer de position, mais il a continué dans la même lancée. Et ça, c'est important. Cela renseigne sur d'abord la solidité aux sous-œuvres donc solides des relations entre les deux pays, qui se connaissent très très bien historiquement parlant. Et vous savez, je donne un fait historique très particulier. La conférence d'Anfa 1944, à laquelle participait le père de la nation, comme disait Si Alaoui tout à l'heure, le roi Mohamed V, mais les États-Unis à l'époque, sous Roosevelt, soutenaient l'indépendance du Maroc. Ça, c'est important. Oui. Si ce n'était, comme disait Hegel par la suite, la ruse de l'histoire, mais je laisserai de côté quelques faits un peu qui mériteraient des développements par ailleurs. Le plus important aujourd'hui, que nous sommes dans une consolidation des acquis, parce que nous sommes liés aux États-Unis par un moult accord, que ce soit d'investissement, que ce soit de coopération militaire. Je rappelle la décennie 2020-2030, par exemple, sur le plan de la défense. Et cela répond aussi à un vœu royal très important, c'est l'autonomie stratégique du Maroc, sur tous les plans, y compris la construction de ce que les experts militaires appellent la base technologique et industrielle de défense. Ça, c'est important. Et cette coopération permettrait au Maroc d'engranger l'expertise américaine et en même temps aller encore de l'avant. Je peux citer Opération African Lion depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui. Le Maroc participe à la coalition contre Daesh depuis 2014 sur initiative américaine. Il a même, en mai 2022, abrité une édition, etc. Et je crois qu'il y a un point de jonction stratégique global très important, c'est l'Atlantique aujourd'hui. Comme les États-Unis aussi sont très intéressés par cet espace, non seulement pour des considérations géostratégiques, mais également écologiques, relèvement des niveaux de mer, par exemple. Ça concerne les États-Unis, les Canadiens, je dirais même l'Atlantique Sud, mais également la lutte contre des problématiques liées à la piraterie maritime. C'est indiqué même dans une déclaration qui a été actée par l'administration américaine en septembre 2023, je m'en souviens, et puis qui épouse de façon heureuse le paradigme royal sur l'optimisation de l'Atlantique, projection au niveau du Sahel, coopération sud-sud avec les pays membres de la CEDEAO, donc l'Afrique occidentale, etc. Et donc les États-Unis voient grand par rapport au rôle du Maroc, que ce soit sur le plan africain, sur le plan de l'Afrique du Nord
au niveau moyen-oriental et vice-versa. Le Maroc aussi entrevoit les États-Unis comme d'abord un partenaire clé, mais en même temps un continuum de sa projection atlantique globale, si je puis m'exprimer ainsi. Et une diplomatie marocaine aussi à Washington qui fait un travail formidable d'arrache-pied par la personne de notre ambassadeur bien sûr. À Washington, son Excellence Monsieur l'ambassadeur Yousef Amrani, qui continue de renforcer ces ponts parce qu'il y a des vrais ponts stratégiques et encore une fois multidimensionnels. On parle, c'est parler économie, il y a aussi la communauté marocaine vivant aux États-Unis. Hicham Ben Saïd Alaoui, un mot rapidement sur notre diplomatie marocaine aux États-Unis, qui est quand même un pays de la diplomatie. Alors, moi, je dirais que si vous prenez le cliché de ce que serait la perception de l'Américain pour le commun des mortels, ce seraient des gens qui ont une certaine bonhomie, oui, qui ont une certaine, de ce fait, une relative faible perméabilité à de la propagande, mais que, une fois qu'ils prennent le temps de bien comprendre et de bien analyser, quand on dit trivialement, quand ils vous classent, ils vous classent. Je pense qu'il y a quelques décennies, ils étaient assez sensibles à une propagande venue d'ailleurs, pas très loin de chez nous. Et je pense qu'il y a quelques décennies, ils se sont, de manière assez américaine, de manière assez binaire, ils se sont positionnés. Puis ils ont réfléchi, ils ont pris le temps d'analyser. Ils ont eu par exemple le 11 septembre 2001, qui a été l'occasion pour eux de rebattre les cartes et de réfléchir. Qu'est-ce qui se passe au niveau des pays africains? Qui fait quoi au niveau des pays arabes? Et là, je pense qu'ils ont eu cette piqûre de rappel qu'ils ont vécue dans leur chair. Ils sont partis approfondir leur connaissance du monde arabe, qui n'était pas leur priorité, on ne va pas se mentir. Pour eux, le monde arabe, c'était GCC, et puis par la suite, il fallait gérer avec la Chine, et gérer peut-être avec le Nigeria, voir si c'était intéressant ou pas, économiquement, parce que c'était le nerf de la guerre pour eux. Je pense qu'une fois qu'ils ont compris, qu'ils ont vu la cohérence de la posture, qu'ils ont vu la pérennité, qu'il y a vu comment le Maroc gérait un certain nombre de sujets, je pense que certains de nos voisins qui faisaient de la propagande relativement de bas étage ont été classés, et je pense durablement, et là, l'accélérateur étant plutôt le camp républicain que le camp démocrate, parce que le camp démocrate est un camp très policé, un camp très progressiste, mais est-ce que ça avance aussi vite qu'un Marocain le souhaiterait? Je n'en suis pas sûr. Le camp républicain est un peu plus rentre-dedans, peut-être un petit peu moins dans les codes diplomatiques usuellement connus, mais ça a le mérite de la clarté et ça a le mérite de la rapidité. Donc une conjonction de tout ceci, on leur a laissé le temps de bien comprendre le débat. Il y a eu l'accélérateur de Donald Trump avec son approche très volontaire, très républicaine, et l'ensemble de tout ceci a eu un pendant, c'est que le Maroc était fort, le Maroc était préparé, le Maroc n'a jamais eu d'effet d'annonce non suivi d'effet, le Maroc a très bien géré certaines crises, le Maroc a très bien évolué sur certains sujets sur lesquels nous devions évoluer, et la conjonction de tout ceci fait que le Maroc était prêt, les États-Unis ont mieux compris. Et une fois que vous avez les États-Unis avec vous, il y a un avant et un après. Il y a un avant. Après, Hafed Boutal, commentaire peut-être sur les États-Unis, aussi parler un peu de l'Amérique latine. Eh bien, déjà, peut-être même pour englober l'Europe, ce que disait Hicham, c'est qu'il y a une propagande de bas étage. Déjà, je pense que le Maroc a bien adressé cette propagande de bas étage en rappelant des faits. Et il faut continuer à les rappeler parce que cette propagande continue. Je vous donne un exemple. Un grand journaliste français s'est indigné de ce vote de l'Union européenne, je pense qu'on va y revenir, en disant que le territoire du Sahara est un territoire occupé selon l'ONU. Initial EP par hasard? Oui, EP, exactement. Ces initiales, c'est EP. Et on en avait parlé effectivement en off, mais jamais ce territoire n'a été considéré par les Nations Unies comme occupé, et ni le Maroc comme force occupante. Jamais. Comment on a pu en arriver là? Donc cette propagande a été vraiment soutenue. Il n'y a pas que l'Algérie derrière, il y a beaucoup d'intérêts, même en Europe, malheureusement, même en Amérique du Nord. Mais aujourd'hui, je vois que le Maroc s'adresse et cible très très bien cette politique. Et on l'a vu même en Amérique du Sud, où on retrouvait ces mêmes clivages qu'on retrouve en Europe, gauche-droite, toujours on les retrouvait en Amérique du Sud, où on voyait que des présidents de droite soutenaient le Maroc, présidents de gauche revenaient sur des aspects légalistes alimentés par cette propagande. Et aujourd'hui, j'espère voir, notamment en Amérique latine, avec certaines nouvelles figures qui ont été élues tout récemment, peut-être voir une inflexion sur cette position. De toute manière, même dans un pays comme le Brésil, où c'est la gauche quand même qui tient le pays depuis quelques années maintenant, depuis 3 ans, bientôt il y a des élections d'ailleurs, on a vu une inflexion chez la gauche brésilienne favorablement au Maroc, comme on a pu l'observer
chez la gauche espagnole et ça a été répercuté chez certaines gauches en Amérique latine par vase communicant entre les gauches latino-américaines et les gauches ibériques. Et je crois que là-dessus, le travail du Maroc commence à donner ses fruits et il faut continuer parce qu'il y a beaucoup de... on nous a attribué beaucoup de, entre guillemets, de démons qui n'en sont pas. On nous a affublés d'être un pays occupant. C'est pour la dernière nation à être le Parlement européen a tranché, hein, c'est la démocratie qui parle. Pour là. une voix, et ça avant le Parlement européen votait systématiquement contre le Maroc, et aujourd'hui petit à petit on voit un basculement, c'est qu'on sent le travail de fond qui a été accompli par le Maroc pour faire comprendre que nous ne pouvons pas être victimes de ce procès qui nous est mené depuis des décennies, puisque nous ne sommes ni occupants, ni agresseurs, nous sommes chez nous, et nous avons pu récupérer ce territoire en paix, et bien au contraire, aujourd'hui, nous avons une offre de bonne gouvernance qui devrait être très prise, et qui est déjà prise très au sérieux par la communauté internationale. Et cette communauté latino-américaine, professeur Aboudab, je voudrais m'arrêter avec vous sur le cas du Paraguay. Peut-être un rappel historique, et bien aussi ce changement historique de la position du Paraguay, de ce pays d'Amérique latine. C'est un changement important parce que si on prend en considération l'effet domino des pays qui sont un peu dans la doctrine Bolivar, alors je cite Venezuela, je cite la Bolivie, je cite les autres, la Colombie, etc. Il y a un Colombie qui risque de switcher à droite aussi très bientôt. Tout à fait, avec les élections maintenant. Les élections prochaines. Dans le pipe, exactement. Mais cela, évidemment, commande un changement de paradigme communicationnel entre le Maroc et ces pays-là. Il y a eu du travail. Rappelons, Sa Majesté avait visité pas mal de pays en 2004. C'est à l'époque, je pense, le paradigme géoéconomique avait fonctionné. La diplomatie verte, phosphate, y compris avec le Brésil d'ailleurs. On peut parler des mastodontes comme l'Argentine qui reste encore à conquérir sur le plan géodiplomatique. Ça, c'est important. Mais pourquoi le Paraguay est important ? Parce qu'il est membre de la Convention de Carthagène, 69, si je m'en souviens. Il fait partie de la communauté andine, qui est donc un accord de libre-échange, voire même plus, une sorte d'union douanière. Et par extension, on pourrait peut-être voir dans les perspectives prochaines un pays comme l'Uruguay. C'est un pays très important aussi, parce qu'il est aussi atlantique, joindre un peu la cohorte des pays qui ont pris une position, je dirais, réaliste, parce qu'au final, le Maroc n'est pas en train de marketer sur son Sahara, mais tout simplement communiquer de façon percutante pour allier les autres pays, élargir le spectre diplomatique d'action et de soutien en perspective peut-être de prochaines résolutions. Et je crois que la plus décisive probablement serait celle d'octobre 2026. Mais je voudrais dire un petit mot rapidement par rapport au Parlement européen. Moi, je pense qu'au-delà de la question des incompréhensions, il y a un problème de corporation aussi. Parce que le Parlement européen, 705 eurodéputés, représente aussi les forces vives de la nation ou des nations européennes, des agriculteurs, des paysans qui verraient d'un mauvais œil l'accès des tomates marocaines, de la courgette marocaine au marché européen. Et je m'en souviens, vous savez, quand on avait conclu l'accord sur le partenariat, l'association 95, signée définitivement 87, il aurait fallu plus de 4 ans pour convaincre tous les parlements nationaux européens à le valider. Parce que dans le vote européen, il y a un double vote en fait. Il y a le vote du Parlement, il y a les votes des parlements nationaux, ce qui fait qu'il y a des considérations sectorielles au-delà de la position par rapport au statut du Sahara marocain. Et je crois qu'il faut déterminer exactement quelles sont les forces qui ont participé, on va dire négativement, à ce vote. Et cela permettrait au Maroc d'anticiper la prochaine configuration du Parlement européen dans quelques années, je pense 2 ou 3 années. Alors, puisqu'on parle d'Atlantique aussi, que révèle l'initiative Atlantique, messieurs, sur la nouvelle géopolitique africaine portée par Rabat ? J'aimerais juste revenir très rapidement sur cette prise du Paraguay, parce que le Paraguay, c'est un peu moins de 8 millions d'habitants, c'est-à-dire 0,1% de la population mondiale. Et si je devais faire une analogie de bas étage, mais c'est de la déformation professionnelle, si vous avez dans une entreprise un commercial qui vous ramène plein de clients, c'est qu'il est dynamique, c'est qu'il travaille beaucoup. Comme vous avez un commercial qui vous ramène un très gros client, mais ce qui est tout à son honneur aussi, ça fait du chiffre, etc. Mais j'ai toujours eu beaucoup de sympathie pour les commerciaux qui nous ramenaient beaucoup de clients, parce que ça veut dire qu'ils se bougent. Ils vont sur une culture anglo-saxonne, ils vont sur une culture espagnole, ils vont sur une culture africaine, nord-africaine, une culture asiatique, l'Asie du Sud-Est n'étant pas l'Asie du Nord, etc. Et de ce point de vue-là, en plus, à quelques semaines, quelques mois après la consolidation de la position américaine, aller nous ramener cette prise d'un pays
que nous connaissons peu, qui est à l'autre bout de la planète, qui fait moins de 8 millions d'habitants. C'est-à-dire que le travail, ce n'est pas juste un coup d'essai ou un coup de chance, un coup de dé. Notre diplomatie a un discours qui a porté avec certains pays. Alhamdoulilah, ça a bien marché. Bien sûr, alhamdoulilah surtout. Mais là, on voit que le travail qui est fait est titanesque, vraiment titanesque, pour aller convaincre un Africain, convaincre un Asiatique, convaincre un Sud-Américain de gauche, un Sud-Américain de droite. C'est que c'est un travail exceptionnel et franchement, c'est pour ça que je leur disais bravo mesdames, bravo messieurs, ce que vous faites est assez exceptionnel. Oui, oui, après, absolument. sur la façade atlantique, pour moi, le débat est très simple. On a la chance d'avoir un pays très grand en superficie, parce que la superficie du Maroc est égale ou dépasse légèrement celle de la France, par exemple. Et de ce point de vue-là, si on prend la théorie mathématique des grands ensembles, le Maroc, est-ce qu'il est atlantique? Est-ce qu'il est méditerranéen? Est-ce qu'il est arabe? Est-ce qu'il est berbère? Est-ce qu'il est occidental dans son mindset, dans sa manière de réfléchir? Est-ce qu'il est... il est tout ça à la fois. Et de ce point de vue-là, vous avez un Maroc qui travaille très intelligemment, qui aura des atomes crochus avec un Bahreïni, des atomes crochus avec un Américain, parce que si on parle à un Américain, on saura lui opposer des arguments de culture et de fast fashion, etc., qui lui parlent. Si on parle à un Chinois, on aura des arguments de pragmatisme et de coûts de production. Si on parle à un Africain, on a le mérite de la géographie et de la proximité. Et ce grand ensemble, et là j'aimerais bien ouvrir une parenthèse, ce qui est très très fort, c'est que c'est un grand ensemble avec lequel nous faisons coup double. Parce que nous avons notre façade atlantique, mais avec la vision éclairée de Sa Majesté, le fait de faire profiter certains pays africains enclavés de cette façade atlantique, c'est un double message. C'est celui de dire nous avons une façade atlantique, mais nous sommes quelque peu le grand frère africain qui permet l'inclusion de certains pays africains. Et donc, en lorgnant sur la façade atlantique... Ils ont été exclus d'autres communautés économiques, pour ne citer que la CEDEAO, par exemple. Tout à fait. Et donc dire, non seulement nous voulons travailler avec la façade atlantique, mais nous voulons inclure nos frères africains. Alors, pour en revenir à la diplomatie, honnêtement, je ne veux pas nous apporter le mauvais œil, mais là, le travail qui est fait est exceptionnel. Franchement, c'est du grand art. Bien sûr, bien sûr. Alors, avril 2025, c'est une séquence africaine très forte, Hafid Boutaleb, avec l'accueil à Rabat accueil par Sa Majesté le roi Mohamed VI, de responsables diplomatiques du pays du Sahel. Et ma question d'abord, c'est pourquoi le Maroc arrive à dialoguer avec les pays du Sahel, là où d'autres pays, notamment occidentaux, non seulement échouent, mais ils sont aujourd'hui bloqués, voire conduits vers la sortie. Pour rester diplomatique. Pour parler très clairement, le Maroc déjà a une relation historique avec ces trois pays. Vous faites référence à l'Algérie. Ce n'est pas le cas de l'Algérie. Elle n'a pas de relation historique. Elle a établi ces relations-là à partir des années 60, au moment de l'indépendance de l'Algérie. Or, le Maroc, et on l'a vu, lorsque Sa Majesté a reçu le secrétaire général du MNLA en 2014 pour faire la prière à la Koutoubia, puisque le mouvement de libération de l'Azawad, ce dirigeant de l'Azawad voulait aller prier à la Koutoubia comme ses ancêtres le faisaient. Il a exprimé le besoin. Et donc Sa Majesté l'a reçu et ils avaient prié tous les deux ensemble en 2014. Donc on sent les relations quand même entre... et on parle là d'un mouvement qui n'était pas un mouvement... on ne parle pas d'un chef d'État, on parle d'un mouvement de libération des peuples touaregs. Donc on voit que l'aspiration des peuples passe aussi par Rabat, et ça a toujours été le cas. Nelson Mandela lui-même en a parlé, il a qualifié le Maroc de Mecque des révolutionnaires. Donc, cette relation historique que le Maroc a avec le Sahel, mais cette relation historique, elle a une raison. C'est une raison géographique. C'est que les caravanes passaient, on le sait, de Tombouctou jusqu'à Sijil Massa, qui est l'ancêtre de la ville de Ressani aujourd'hui, jusqu'à Ouarzazate, jusqu'à Marrakech. Ces caravanes-là, elles empruntaient des voies climatiques, géographiques, avec un climat plus doux, ce qui explique qu'il y a des liens très forts entre le Maroc et le Sahel. Et ces caravanes ne peuvent plus circuler puisque l'Algérie a fermé les frontières. Elle a donc tué un mécanisme organique de commerce, d'échange entre les peuples de la région. Et cela a provoqué l'instabilité dans la région. Aujourd'hui, une des régions les plus instables du monde, c'est le Sahel, alors que jusqu'au XXe siècle, c'était une des régions qui étaient les plus prospères économiquement, puisque toutes les caravanes passaient, c'était la grande autoroute. Jusqu'à aujourd'hui, ça peut toujours l'être. C'est une région, en plus, rajoutons à l'avantage que
Et là, maintenant, des ressources fossiles. Ce grand Sahara, c'est le patrimoine commun de tous les pays qui sont riverains. C'était la perspective de Kadhafi avec le Sensad, auquel le Maroc a adhéré et auquel le Maroc que le Maroc avait essayé de relancer, hein, le Sensad, pour réunir du Soudan jusqu'à la Mauritanie, en passant par le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Mali, le Tchad, le Niger, tous ces pays-là, pour pouvoir faire de ce Sahara une zone de prospérité comme il l'était dans le passé. Et malheureusement, la plus longue frontière fermée au monde, c'est la frontière entre le Maroc et l'Algérie. C'est la plus longue frontière de l'histoire, fermée depuis des décennies. Et donc, cette frontière-là fermée est une balafre dans ce Sahel. Elle empêche ce Sahel de renaître. Le Maroc propose une offre atlantique pour reprendre un peu le chemin des caravanes, mais cette fois détournée, pas directement, puisque la frontière était fermée avec l'Algérie, mais plutôt par la Mauritanie, ce qui fait que la Mauritanie aujourd'hui a une carte importante à jouer, hein, et aussi par le territoire du Sahara marocain, avec ce port de Dakhla. Mais aujourd'hui, cette offre, elle parle énormément à ces dirigeants du Sahel qui ont une volonté de tourner la page de la colonisation. On l'a vu avec le Niger, qui a quand même maintenant une nouvelle langue officielle qui est le Haoussa, c'est plus la langue française. Donc il y a une volonté chez ces dirigeants-là de s'émanciper de cette phase coloniale, de se reconnecter avec leur histoire profonde. Et quand ils se reconnectent avec leur histoire profonde, quand ils vont lire leur histoire profonde, d'abord elle est écrite en arabe, hein, n'est-ce pas professeur, je parle sous le contrôle du professeur Bouddahab, des chroniqueurs, historiens maliens et nigériens qui écrivaient à l'époque en arabe, et quand ils lisent ces chroniques, eh bien, le Maroc est très présent dans cette histoire. Et aujourd'hui, un pays comme le Niger, par exemple, il ne peut pas exporter par le golfe de Guinée puisque la frontière est fermée avec le Bénin. Voilà, c'est ça. Hein, du fait des sanctions de l'Union africaine, oui. Et de la CEDEAO. De la CEDEAO surtout. notamment. C'est de la CEDEAO, oui, voilà. Absolument. Donc aujourd'hui, un pays comme le Bénin est quand même pénalisé. Ce que offre le Maroc, c'est véritablement un accès à l'Atlantique inconditionnel. C'est surtout ça, c'est l'inconditionnalité. C'est vraiment ça, voilà. C'est ça. Inconditionnel, exactement, pour pouvoir créer une zone de coprospérité dans laquelle tout le monde est gagnant. Soutien inconditionnel aussi à la cause palestinienne. On parle de constance, on parle de clarté. S'il y a bien un dossier où le Maroc cristallise ces deux notions, c'est bien la cause palestinienne. Professeur Abou-Dahab, 2025, une année quand même assez charnière pour la Palestine, pour les Palestiniens. Le Maroc a encore une fois démontré l'unicité de sa diplomatie. C'est quand même parmi les rares pays, si ce n'est le seul pays, qui a réussi à acheminer, ne serait-ce que les aides, sur ordre de Sa Majesté le roi Mohammed VI, acheminer les aides aux Gazaouis quand le blocus était total, et des aides par la terre. Tout à fait, par voie terrestre. Et c'était la justesse, mais aussi la sagacité de la vision royale. Évidemment, nous avons rétabli ce qu'on appelle officiellement le mécanisme de coopération avec Israël. Donc c'était en décembre 2020, dans le cadre de la déclaration tripartite. D'aucuns de ceux qui n'avaient pas, à juste titre, apprécié l'opportunité géostratégique de s'inscrire dans cette dynamique, le Maroc a vu très très loin, dans le sens où il avait rétabli le bridge, le pont avec Israël, ça va de soi. Et je pense qu'il envisageait par la suite comment optimiser sur le plan opérationnel ce genre de proximité, au-delà évidemment du fait que le Maroc compte l'un des rares pays musulmans qui compte une communauté juive et qui a les mêmes droits que les compatriotes musulmans. Et ça, c'est important. Et puis par ailleurs... c'est établi dans notre Constitution, dans le préambule de notre Constitution. Absolument. Et je pense qu'il y a même des faits historiques qui ne sont pas suffisamment élucidés. Le rôle même du Maroc, vous savez, dans le rapprochement israélo-arabe pour, on va dire, enterrer la hache de guerre. Quoique, évidemment, il y a toujours des couacs, il y a toujours des impondérables. Mais la question palestinienne est une question de fragmentation, de guillemets, entre les Palestiniens eux-mêmes. L'essentiel, le plus important aujourd'hui, c'est que le Maroc travaille aussi sur le terrain en recevant beaucoup de délégations palestiniennes. J'en suis aussi témoin, que ce soit dans le cas de l'Académie d'études diplomatiques, du ministère des Affaires étrangères, de façon gracieuse, que ce soit au niveau du centre du Conseil national des droits de l'homme, que ce soit des colonies de vacances, le travail mené par l'agence Beit Mal Quds Sharif, etc. C'est-à-dire que le soutien n'est pas seulement un soutien diplomatique
politique dans les forats internationaux. C'est un soutien qui est concret, opérationnel. Il y a des choses peut-être que nous ne connaissons pas suffisamment, mais le plus important, quand Sa Majesté dit que l'affaire palestinienne, la question est au même rang que la question de l'intégrité territoriale, et donc qui des pays considère sa politique extérieure comme et agit. absolument et agit sur les le discours, terrain. ce ne sont pas les discours qui manquent, hein, mais c'est dans l'action en fait. C'est dans l'action. C'est dans l'action. Messieurs, peut-être si vous avez un mot ici sur cette question palestinienne avant qu'on clôt avec la diplomatie sportive. Hafid Boutaleb, peut-être un mot? Sur la question palestinienne? Oui. Eh bien, on se félicite quand même que le Maroc a toujours continue de soutenir la cause palestinienne avec notamment ces acquis solides et irréfragables qui sont les frontières de 67 et la capitale qui serait Jérusalem-Est. Et ça, le Maroc n'a cessé de le répéter depuis toujours. Bon, diplomatie sportive, Hicham Ben Saïd Alaoui, comment le football prolonge l'action diplomatique ou a prolongé l'action diplomatique en 2025? Sur plusieurs pans. Déjà en termes de communication autour d'un pays que les Européens connaissent bien, que certains Asiatiques connaissent bien, mais que pas mal de pays connaissent un petit peu moins. Et le fait d'avoir autant de succès, autant de réussite, avec une finale de Coupe d'Afrique féminine, avec une Coupe du Monde des moins de 20 ans, avec un quart de finale des moins de 17 ans, avec une demi-finale au Qatar des seniors, avec une Coupe d'Afrique brillamment organisée, alhamdoulilah, en ce moment, avec une Coupe arabe, alors que nous voyons Rabi Harimas recevoir son trophée de meilleur joueur et son trophée de champion de la compétition. Lorsque nous faisons un CHAN pour nos dimensions africaines, c'est-à-dire le championnat des joueurs locaux, déjà en termes de diplomatie sportive, de communication, le positionnement est là. Un deuxième volet qui me tient parfaitement à cœur, c'est la consolidation et le socle de l'unité. Parce que lorsque vous prenez une photo macro des différentes équipes nationales, vous avez diverses origines, vous avez diverses apparences physiques. Et nous sommes tous marocains. Et ce que je trouve vraiment touchant, c'est que vous prenez n'importe quel café dans n'importe quelle ville, un débat sur l'origine ne se pose absolument pas. Pourquoi lui ressemble à telle région du royaume ou du monde et lui à une autre région? On est tous marocains. Ces débats se sont dépassés depuis très 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 longtemps. Ça me plaît beaucoup. Et troisième sujet, j'aimerais beaucoup saluer l'initiative qui a été prise, tout simplement parce qu'il fut un temps où certains de nos joueurs n'auraient pas pu jouer sous nos couleurs, parce que leur papa n'était pas marocain, mais leur maman était marocaine. Par exemple, Zakaria Boukhlal, papa libyen, maman championne d'athlétisme d'ailleurs marocaine, les frères Maillet avec leur maman. Et souvent, la maman, qui joue un rôle central dans le foyer, va permettre d'aiguiller et d'orienter un joueur qui aurait très bien pu être titulaire aux Pays-Bas, ou en France, ou en Espagne, pour lui dire « Non, mon fils, tu vas jouer pour ton pays ». C'est peut-être pour moi le cas de Lamine Yamal. Si la maman avait été marocaine, peut-être qu'il y aurait eu quelque chose de différent. Quelle théorie quand même. Parce que je ne la voyais pas venir. Hein. Il n'y a qu'à voir la photo historique qui a fait le tour du monde. 2022, l'accueil royal avec les mamans des joueurs, c'est une image historique qui a dépassé le cadre. Il ne fallait même plus commenter derrière, l'image était magnifique. Elle se passait de tout commentaire. Et puis, à la CAN, on est en plein dedans, elle vient de démarrer, démarrage on ne peut plus successful, hein, il faut le dire, pour les Lions, mais aussi pour le Maroc, avec cette organisation juste phénoménale, impeccable. D'ailleurs, ça a été dit et par le patron de la FIFA et par le patron de la CAF hier, c'est la meilleure CAN jamais organisée. Et c'est aussi de la diplomatie. D'ailleurs, cette très belle image hier de notre chef de la diplomatie, Nasser Bourita, aux côtés du président de la Fédération marocaine de football, Fawzi El Kherja, qui inaugurait cet espace, et du directeur général de l'Agence marocaine de coopération internationale. C'est très important et ça porte vraiment une symbolique assez à relever, en tout cas, parce que c'est un espace donc organisé par l'Agence marocaine de coopération internationale pour les étudiants, notamment africains, qui poursuivent leurs études ici à Rabat ou dans d'autres villes du royaume et qui ont l'accès à cette fan zone Zakaria Boudahab que représente le football dans la diplomatie marocaine officielle. Parce que cette image-là, elle est assez. C'est pour ça que je disais que c'est une image particulière. C'est quand même le chef de la diplomatie qui se rend à cette fan zone pour l'inaugurer. Absolument. C'est une success story, comme on dit.
puisque la mise en scène hier, c'est l'ikhraj, comme on dit, et avec la pluie qui lui a donné encore une beauté supplémentaire, et cette capacité aussi de recevoir les équipes africaines, mais également les supporters. Il y avait une réception historique d'ailleurs, et cela montre d'ailleurs que le Maroc, sur le plan des infrastructures, avait bien préparé cette CAN, ça c'est important. Football, c'est un vecteur d'intégration continentale. Le plus important, à mon avis, c'est lorsqu'on on inscrit la jeunesse au cœur de la problématique africaine, je dirais. Ça complète toutes les actions du Maroc au niveau du continent. Son plaidoyer pour une réforme en profondeur des structures africaines, s'aligner ou plutôt réaliser les objectifs de l'agenda 2063. Ce n'est pas que du football, c'est aussi de l'amitié, de la fraternité, ça c'est important. Et je pense que le Maroc aujourd'hui est parvenu à des summums jamais atteints auparavant. Et j'espère que nous allons encore continuer à travailler de cette manière-là. En tout cas, ça nous rend fiers et la CAN, normalement, devrait nous revenir, Inch'Allah, en janvier 2026. Parlant de jeunesse, c'est ces images du prince héritier, Son Altesse Royale, le prince Moulay El Hassan, hier, très spontané, il pleuvait, il est descendu sur la pelouse. Chapeau. Encourager nos joueurs aussi, c'est vraiment une image très très belle et on a senti vraiment les 60 000, plus de 60 000 supporters qui étaient présents hier au stade Moulay Abdallah. On a senti vraiment cette fierté, ce bonheur de voir le prince héritier sur la pelouse. Il y a aussi, et pour clôturer, on ne peut pas passer ou finir cette émission Rétro Diplo sans parler du caftan marocain et quand l'UNESCO envoie ce signal diplomatique sur la place du Maroc dans le dialogue des civilisations. Hafed Boutaleb pour clore. Ben, écoutez, cette consécration, elle est surtout pour l'artisan marocain, la femme et l'homme qui est marocaine, qui produisent et qui ont un savoir-faire et qui ont réussi non seulement à le préserver, mais ensuite aussi à le transmettre, puisque maintenant il y a aussi de la transmission. C'est une fierté pour nous. Ça sanctionne, on parle depuis tout à l'heure, on en parle, l'histoire profonde du royaume, sa géographie, ses brassages humains dans ces médinas, ces kasbahs, où les humains de partout, venus de partout, y compris d'Algérie, d'Europe, de l'Atlas, du Sahel, se sont retrouvés au Maroc à travers les siècles pour produire ce savoir-faire que nous avons. Pas que le caftan, mais aussi la cuisine marocaine, tout le patrimoine oral, le patrimoine écrit. C'est ces résultantes-là, c'est cette histoire humaine qui est sanctionnée par l'UNESCO. Voilà. Oui, Hicham Saïd Alaoui, en quelques mots. En quelques mots, qui dit UNESCO dit Audrey Azoulay, la fille d'André Azoulay. Et qui de mieux que Audrey, qui est marocaine, Madame Azoulay, pour connaître un peu d'où vient à peu près tout. Et lorsque vous expliquez à un occidental que le souverain marocain a un conseiller de confession hébraïque, pour beaucoup d'occidentaux qui font beaucoup d'amalgames, ils ont du mal à l'assimiler. Et donc, on parle de diplomatie en termes d'influences diverses. Vous faisiez référence à la Constitution. Donc là, c'est un tout. Quand moi j'entends par exemple Dominique Strauss-Kahn nous expliquer comment son père avait réagi lors du premier séisme d'Agadir, je suis très ému, très touché, parce que c'est ça le Maroc pour moi. Un Marocain peut manger une pastilla le matin, le lendemain manger une dafina, c'est ça le Maroc. Et cette accumulation de culture me touche au plus profond de mon être, parce que nous sommes tous humains, nous sommes tous pareils, nous sommes tous marocains. C'est clair. Et c'est ce qui fait le charme de ce pays. Bien sûr. Absolument. Et vous faites bien de le rappeler à très juste titre, Hicham Ben Saïd Alaoui, quand on voit cette richesse du Maroc, c'est aussi grâce à cette vision des monarques du Maroc, des commandeurs des croyants, parce que c'est les commandeurs de tous les croyants aussi. Voilà, c'est sur ce point que cette émission Rétro Diplo touche à sa fin. Je voudrais réitérer mes remerciements à nos chers experts. Merci Hicham Ben Saïd Alaoui. Merci à vous aussi, Hafed Boutaleb. Et merci, Zakaria Boudab. Merci. Voilà, c'est la fin donc de cette rétrospective diplomatique que nous vous avons proposée dans le cadre de Questions d'actu. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée.